Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Juliette Camdet. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour le journal. Il faut repenser le rôle de l'État. Il doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. Voilà la position défendue par le chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazingbe, mardi à la tribune de l'OCDE. Les défunts catholiques sont honorés ce 2 novembre. Pourquoi se souvenir et prier pour les morts? Les détails dans ce journal. Une menace de la grippe aviaire plane sur les élevages. La page agricole de cette édition aborde les mesures de protection des animaux. Les sports du football. La première journée de la D2 nationale s'achève ce jeudi. Arsenal FC, AS Agua, Akara, puis CDF Aknour, Sara FC à Sokodé. radiolomé.tg. Le président de la République, Faure Eswazimna Nyazingbe, a pris part mardi à Paris, en France, au 22e Forum économique de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Dans son intervention, le président Faure Nyazingbe, seul invité à cette rencontre économique de haut niveau, a présenté la situation économique en Afrique et s'est montré optimiste sur le continent. Il appelle à une mobilisation des investissements privés. Je nous tiendrai aujourd'hui un propos résolument optimiste, malgré tous les nuages qui s'accumulent au-dessus de nous, nuages nés des différents conflits, mais aussi nuages nés du carbone. En dépit de cette situation géopolitique et écologique tendue, je suis optimiste pour l'Afrique. Tout d'abord parce que, après plusieurs années difficiles, le continent africain retrouve la croissance et présente de nouveau de l'attrait pour les investisseurs. Mesdames et messieurs, à court terme, chacun le sait ici, la croissance devrait repartir à la hausse grâce à une certaine normalisation du contexte international. Ainsi, l'OMS a enfin déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale autour de la Covid-19. L'incertitude et la volatilité restent élevées, mais tout de même, depuis quelque temps, ces incertitudes et volatilités retombent. L'inflation est progressivement retombée en 2023 en Afrique et devrait graduellement revenir au niveau d'avant la Covid-19. Après un pic de 10% en mai 2023, l'inflation est aujourd'hui sur le continent autour de 7% depuis juillet. De ce fait, selon le FMI, dont il faut croire les rapports quand ils sont optimistes, la croissance devrait repartir à la hausse en Afrique en 2024. À plus long terme, les opportunités qu'offre le continent sont évidentes. Je pense tout d'abord au dynamisme démographique du continent. Il sera la pierre angulaire de son dynamisme économique. En effet, la plupart des régions du monde s'apprêtent à voir leur population active chuter. L'Afrique a de loin la population la plus jeune avec un âge médian de 19 ans contre 42 en Europe. La population active africaine devrait doubler d'ici à 2050, ce qui représente 70% de la croissance des populations actives dans le monde. Mais tout aussi important à mes yeux, l'intégration économique de l'Afrique, même si elle est lente et ne sera que progressive, elle fondera la prospérité de notre continent. La ZLECAf est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de population, avec elle recouvre 1,3 milliard de personnes pour un PIB cumulé de 3 400 milliards. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais le phénomène de grand marché sera un atout majeur pour l'Afrique si nous savons nous en saisir. Mesdames et messieurs, les opportunités d'investissement sur le continent sont considérables, mais, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, celles qui concernent la transition énergétique sont particulièrement attractives et contrairement à une idée répandue, l'Afrique a les ressources nécessaires pour réaliser sa transition énergétique. Le continent a tout d'abord un accès inégalé aux énergies renouvelables. Évidemment, on pense tout de suite à l'énergie solaire. Le continent bénéficie de 60% des meilleures ressources solaires dans le monde. Et l'énergie solaire devrait devenir de très loin la moins chère sur notre continent. Mais il faut aller plus loin.
À partir de cette énergie renouvelable, le continent pourrait s'imposer comme le grand producteur mondial d'hydrogène. Le continent africain bénéficie également de ressources considérables dans les énergies de transition. En particulier, le continent détient 13% des réserves mondiales sur le gaz naturel, une énergie fossile qui sera essentielle pour la transition énergétique. Les ressources africaines seront également critiques pour la production des métaux essentiels à la transition énergétique. D'abord les batteries, avec 70% de la production mondiale de cobalt surtout, mais aussi le cuivre, qui reste essentiel pour la transmission électrique. Il y a donc des opportunités considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Mais le problème, c'est qui va investir. Et c'est là mon troisième point. Nous en avons tous conscience. Le secteur public n'a plus vocation à réaliser l'ensemble des investissements nécessaires. D'abord parce que les finances publiques africaines sortent très affaiblies d'une succession de chocs exogènes depuis 2020. La crise de Covid-19 a été particulièrement difficile. L'endettement sur le continent s'est alourdi. La guerre en Ukraine et le resserrement brutal des taux d'intérêt à partir de mars 2022 ont achevé d'affaiblir nos capacités budgétaires. En 2023, la moitié des pays à faible revenu en Afrique sont considérés par le FMI comme à haut risque d'une crise de dette ou déjà en crise. Et là aussi, malheureusement, il faut croire le FMI. Les besoins de financement sont donc aujourd'hui immenses. En 2020, les besoins annuels de l'Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable étaient de 272 milliards. Je suis un peu plus pessimiste que le secrétaire général. Il est donc essentiel de montrer au secteur privé comment il peut tirer parti des investissements sur le continent. Ce partenaire est majeur parce qu'il est le seul à détenir les ressources nécessaires pour réaliser ces investissements. Comme on juge, ces 10 dernières années, les actifs mondiaux sous gestion sont passés de 48 000 milliards en 2010 à plus de 112 000 milliards de dollars en 2021. En d'autres termes, comparé aux ressources du secteur privé, nos besoins en Afrique sont modestes. Les équipes de l'OCDE estiment que les besoins de financement du continent représentent seulement 0,2% des stocks d'actifs dans le monde. Les ressources du secteur privé ne sont d'ailleurs pas uniquement détenues par les fonds de pension traditionnels. Les diasporas représentent également chaque année plus de 33 milliards de dollars. Du reste, le secteur privé est un partenaire d'autant plus légitime qu'une transformation des systèmes financiers s'est amorcée pour débloquer les investissements. Je pense en particulier à la provision de nouveaux instruments, des produits classiques comme les obligations vertes que nous connaissons tous, aux plus exotiques comme les transactions basées sur les résultats. Ainsi, le système financier a su jusqu'à présent jouer son rôle d'innovateur. Et pourtant, depuis quelques années, la mobilisation du secteur privé dans les investissements en Afrique est inadaptée. De manière générale, les investissements directs à l'étranger profitent trop peu à l'Afrique. En 2022, les IDE dans les pays les moins développés ont chuté de 16%. La part de l'Afrique dans les nouveaux investissements directs étrangers mondiaux chute à 6% en 2020-21. Depuis 2015, la participation du secteur privé dans l'investissement en faveur des infrastructures en Afrique subsaharienne a reflué, passant de 10 milliards en 2013 à 5 milliards seulement en 2022 en dollars constants. De la même façon, les investissements dits durables profitent trop peu à notre continent. Une analyse du FMI a montré que, en général, les fonds ESG investissent très peu dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, pour résoudre ce paradoxe, il faut repenser le rôle de l'État. Il doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. La question du climat des affaires dans ce contexte est importante et le Togo travaille chaque jour sur cette question. Mais le rôle de l'État ne peut pas se résumer à améliorer le climat des affaires. Ainsi, l'État doit aussi pallier les différences du marché. On connaît bien sûr le problème des externalités négatives et des biens publics. Mais dans le cas de l'investissement dans les pays en développement, la question des asymétries d'information est encore plus problématique. Alors même que les rendements y sont plus importants, les flux financiers vont généralement dans le mauvais sens, c'est-à-dire des pays en développement vers les pays développés. Les investisseurs connaissent trop peu les opportunités. Il faut donc proposer des projets de bons projets, des projets bancables, c'est le sens de la feuille de route du gouvernement au Togo. Il faut enfin que nos partenaires nous aident et nous accompagnent face au retour de l'incertitude. Ils doivent contribuer au dérisking, comme d'autres l'ont dit,
notamment sur les taux de change. Je me résume pour conclure. Les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique sont considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Face à des besoins de financement immenses, les finances publiques des États africains ne peuvent suffire. Il faut donc qu'une partie plus significative des financements privés se réoriente vers notre continent. Et pour cela, notre tâche, c'est de fournir de bons projets et celle des organismes internationaux, c'est de nous aider à diminuer le risque pour l'investisseur. Le Togo travaille donc chaque jour sur l'investissement privé. Le chef de l'État a bien entendu fait du pays un pôle d'attraction des investisseurs. C'est grâce à l'adhésion du Togo à plusieurs statuts et accords qui offrent des avantages aussi bien aux investisseurs nationaux qu'internationaux. Quelques accords pour l'émergence du Togo dans les entreprises avec Léontine Atogima. Ces statuts et accords sont à l'échelle mondiale. Tout d'abord, sur le plan européen, le Togo appartient à l'ACP-UE, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Cette adhésion lui permet d'avoir un accès sans quota ni droit de douane à l'Union européenne. Un avantage qui relève aussi de l'appartenance du Togo à l'accord tout sauf les armes de l'Union. Sa spécificité est de faciliter l'entrée libre sur le marché européen des biens et services produits sur le territoire togolais. Les produits togolais ont également un accès libre sur le marché américain grâce à l'AGOA, African Growth Opportunity Act. À ces accords s'ajoute la détention de la licence textile depuis 2017 et du partenariat avec la Chine qui privilégie le Togo sur ce grand marché mondial. Le climat des affaires n'est pas en reste. Cet environnement attractif a amené la Banque mondiale dans son classement Doing Business à hisser le Togo au rang du pays le plus réformateur en Afrique et le 3e dans le monde. Quant au CPIA, le Togo détient la meilleure progression en Afrique en matière de politique publique. Il faut aussi préciser que la position géographique du Togo est une position stratégique dans le monde commercial, en plus de sa population jeune, diversifiée et travailleuse. Tout cela relève de l'ambition du chef de l'État d'accélérer l'émergence des entreprises. Améliorer les conditions de vie des citoyens, c'est l'une des missions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ceci à travers ses projets et programmes communautaires. Elle fait depuis ce matin à Lomé le bilan de ses réformes politiques, programmes et projets communautaires. Compte rendu, Florent Abi, Nabara, Nafara, Noudar. Les travaux de la phase technique de cette 9e édition vont concerner l'évaluation de 131 tests ainsi que 5 projets et programmes communautaires. Les experts pendant 3 jours vont également proposer des solutions pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La revue réalisée en 2022 a permis de noter des avancées. Kanan Bouaré, secrétaire permanent de la cellule CEDEAO, représentant le ministre de l'économie et des finances. Le taux de mise en œuvre de ces tests est passé de 54% en 2014 à 75,9% en 2022. Au total, 5 nouveaux tests ont été introduits dans la grille d'évaluation et un test a été retiré. Je voudrais vous réintégrer l'engagement du gouvernement sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Zobdina Gnassingbé, à poursuivre les différentes réformes structurelles. Ces projets touchent plusieurs domaines. Traoré Abasso, directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure. Ces projets concernent l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'énergie, l'industrie, etc. Donc nous avons un programme régional des aménagements hydrauliques multi-usages pour la sécurité alimentaire, un programme pour la structuration de la filière riz au Togo, un projet pour le développement de la filière maïs au Togo, et un programme pour des travaux de construction d'un marché à bétail à Sévillé et d'un autre à Saint-Cancé, et enfin un projet sur les mini-centrales au Togo. La revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA a été instituée par acte additionnel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 24 octobre 2013.
La peste menace les volailles et les ruminants. Les éleveurs sont dans l'angoisse de la grippe aviaire. Ce virus qui se propage en général par contact avec les oiseaux infectés sévit déjà dans certains pays africains. Comment les propriétaires se prennent-ils pour protéger leur élevage? Élément de réponse dans ce magazine agricole de Florent Abi avec la voix de Clarisse Tombité. La grippe aviaire est une maladie virale. Elle sévit chez les oiseaux, tue beaucoup les poulets et les dindes. Cela peut aussi attaquer les animaux sauvages. Si certains virus aviaires n'affectent pas l'homme, certains sous-types comme H5N1 parviennent parfois à franchir la barrière des espèces. Les éleveurs prennent déjà des précautions pour protéger les animaux. J'ai acheté des marmites et avec le charbon et chaque fois j'allumais le feu et je l'ai chauffé. Et c'est ma méthode. Dans la préfecture de Tchamba, au niveau de notre ferme, nous avons mis en place un système de biosécurité que nous essayons de respecter. D'abord, l'entrée de la ferme, il y a un dispositif de désinfection, que ce soit du matériel roulant et des visiteurs. Également, au niveau des poulaillers, nous avons des pédulures qui permettent de désinfecter tout le matériel avant d'entrer dans les poulaillers. Et autour de nos poulaillers aussi, nous mettons tout en œuvre pour éviter l'intrusion des oiseaux, puisque ces oiseaux qui sont dans la nature parfois sont des agents porteurs qui peuvent apporter le mal dans nos fermes. Docteur Atakpo Isola Onengben, chef division de la santé animale et des laboratoires à la direction de l'élevage, donne des conseils aux éleveurs pour préserver leurs animaux. Nous dirons tout simplement qu'il faut appliquer les mesures de biosécurité, peu ou pas du tout coûteux, qui permet d'éloigner les microbes des animaux. Vous savez bien que la maladie s'introduit dans une ferme à travers le contact avec d'autres animaux malades, les déjections et les sécrétions souillées, ou à travers le matériel contaminé, ou encore le matériel d'élevage, les moyens de déplacement contaminés, les vêtements, les chaussures contaminées, etc. Pour donc éviter ces maladies, il faut tout simplement appliquer les mesures de biosécurité. En première position, construire un logement adapté à son élevage et bien nourrir et abreuver ses animaux. Toutes ces mesures sont indispensables pour permettre aux éleveurs de faire de bons profits. Nous restons dans le domaine de la santé, cette fois la santé des personnes. Le congrès du Collège ouest-africain de médecins à Lomé a pris fin hier. Le principal thème de cette 47e Assemblée générale scientifique annuelle du collège, la migration des agents de santé. Quelle est la situation? Professeur Damorou Jean-Marie, cardiologue, répond. On n'a pas les chiffres, mais on constate qu'il y a beaucoup de fuites. Même ceux que nous formons, certains parmi eux finissent dans l'Occident. Là, ils s'en vont pour exercer leurs fonctions. Ce qui nous fait mal au cœur parce que nous formons les cardiologues. Moi, je suis professeur de cardiologie. Nous formons les cardiologues pour s'occuper de nos parents. Le Togo en a besoin. On remarque à la fin, un grand nombre préfèrent aller en Occident ou ailleurs. Ça nous inquiète. Il urge aujourd'hui de trouver des mécanismes pour arrêter cette hémorragie. Retrouvons professeur Damorou pour les raisons qui poussent les médecins à partir après leur formation. Et quand les jeunes sortent, ils n'ont pas d'emploi dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On comprend leur problème, parce qu'on ne fait pas ces études pointues pour rester à la maison ou bien aller faire des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'on a appris. Ils n'ont pas d'autres possibilités que d'aller là-bas pour continuer leur carrière. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des mesures incitatives pour retenir cette fuite de cerveau qui est dommageable pour nos pays. Aujourd'hui, 2 novembre, est consacré chez les chrétiens catholiques pour honorer les fidèles défunts, une pratique qui remonte au XVIe siècle. Pourquoi se souvenir des morts et prier pour eux? Réponse dans ce dossier signé Paco Johnson. Après la fête de Toussaint, pour honorer les hommes et les femmes qui ont été témoins du Christ, ce 2 novembre est consacré pour commémorer tous les fidèles défunts. Pourquoi se souvenir des morts? Le père Jacques Guézo, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Nicolas-Pouet, répond. Nous nous souvenons d'eux pour prier pour eux, parce que nous savons qu'ils sont nos frères. Les morts sont nos frères. La préface des morts nous le dit si bien.
Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Nos frères là qui nous devancent dans la maison de Dieu, nous avons tous vécu ici-bas. Il réside encore cette communion, cette amitié. Et c'est un devoir même pour nous. Et dans les œuvres de miséricorde, le pape François insiste bien là-dessus, de prier pour les morts. C'est un devoir pour tout chrétien. Et donc, c'est légitime que l'Église choisisse une date qui est bien le 2 novembre pour que nous puissions prier pour tous les morts, nos frères là qui nous dévancent dans la maison du Père. C'est un devoir de charité de chrétiens de prier, de vénérer les morts. La commémoration des morts a été instituée pour obtenir de Dieu la faveur de délivrer les âmes du purgatoire. Le père Jacques Guézot revient sur les prescriptions de l'Église à cet effet. Le 1er novembre, nous allons dans les cimetières. Pourquoi nous allons dans les cimetières? Nous devons aller normalement au cimetière le 2 novembre. Mais le 2 novembre n'est pas férié. Tandis que le 1er novembre, qui est la fête de la Christ, est férié. Voilà pourquoi cette manière d'aller prier pour les morts dans les cimetières, arranger les tombes, nous le déposons sur le 1er novembre. Et l'Église nous demande encore de faire quoi? De faire des visites des cimetières afin de gagner l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire. Cette indulgence est plénière du 1er novembre au 8 novembre, mais pas seulement les autres jours de l'année. C'est un devoir de charité. Pour le chrétien, dans la mort ou dans la vie, il appartient au Christ. Les sports à présent, le championnat national de football de 2e division se poursuit ce jeudi avec la fin de la première journée. 2 matchs sont au programme, Akara et Sokodé. La Confédération africaine de football CAF a dévoilé la liste des 30 nominés pour la cérémonie du Ballon d'Or africain. Pour cette année, les catégories de meilleur gardien de but et meilleure gardienne de but font leur apparition. Solim Lemou. La Confédération africaine de football CAF a introduit les catégories de gardiens de but africains et de gardiennes de but africaines de l'année dans ces différentes catégories dénominées des CAF Awards. L'instance fêtière de football africain a dévoilé la liste préliminaire des différentes catégories dénominées pour les CAF Awards 2023. Pour cette édition qui va se dérouler le 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc, la CAF va élire le meilleur gardien africain et meilleure gardienne africaine de l'année, en plus du meilleur joueur de l'année. Toujours sur le continent africain, l'African Football League connaît les finalistes de la première édition. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sera face au Wydad Athletic Club du Maroc. Pour y parvenir, le Wydad Athletic Club a éliminé au tir au but l'Espérance de Tunis 5-4 hier dans la manche retour de la première demi-finale. Dans l'autre manche retour, Mamelodi Sundowns a fait match nul et vierge face aux Égyptiens d'Al-Ahly. Les Sud-Africains avaient épinglé les Égyptiens 1-0 à l'aller. La manche aller de la finale se dispute le 5 novembre au stade Mohamed V de Casablanca et le retour le 11 novembre au Loftus Versfeld Stadium en Afrique du Sud. Retour au pays fin ce jeudi de la première journée du championnat national de 2e division. Arsenal Football Club de Kara reçoit AS Agoua de Koussoumtou au municipal de Kara. Puis CDF Aknour affronte Sarah Football Club de Bafilo au municipal de Sokodé. Hier, Fouadan de Dapon a marché sur TAC de Sokodé, 2-0. Koroki Metete Djamba tombe devant Ifodje d'Atakpame, 0-1. Dans la zone sud, Asfosa et Maranatha font jeu égal 0 but partout. Match nul, 1 but partout entre Ange et Agaza. Olympique de Vaud et Arabia se séparent sur un score nul et vierge. JCA Courbe-les-Chines, 0-1 pour Étoile Filante. Le journal se referme. Merci à vous qui l'avez suivi. À la réalisation était Raoul
Tetonyake, mise en onde, Dakevi Nevaeme. Le rappel des titres à présent. Il faut repenser le rôle de l'État. Il doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. Voilà la position défendue par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe mardi à la tribune de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Les défunts catholiques sont honorés ce 2 novembre, une pratique chère aux catholiques pour se souvenir et prier leurs morts. La menace de la grippe aviaire plane sur les élevages au Togo. En termes de mesures de sécurité, il faut éloigner le contact avec d'autres animaux. Les sports du football, la première journée de la D2 nationale s'achève ce jeudi. Arsenal FC, AS Agua Akara, puis CDF Aknour, Sarah FC à Sokoli. Bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg